Merci Jean-Rémy, et je voudrais d'abord faire part de mon plaisir d'être parmi vous à Lille, chez Jean-François, qui est un ami de plus de 30 ans, on va dire 40 ans, ce qui ne nous rajeunit pas tous les deux. Et je voudrais... oui, j'en dirai pas plus, que tout le monde doit dire la même chose, donc, mais ceci est très sincère et vient du fond du cœur. Je voudrais également remercier l'organisation de ce congrès, en particulier Florent Aptel, à qui j'ai passé le témoin, et ainsi que l'ensemble du bureau, et je pense à Muriel Poli et Antoine Labbé, qui font partie du bureau restreint. Alors, dans sa forme typique, la crise aiguë de fermeture de l'angle est relativement évidente, à la fois dans sa présentation clinique et également dans sa thérapeutique, qui est tout à fait classique. Mais il y a un mais. Et ce mais, pourquoi une seule personne sur 10 avec un angle étroit fait-elle un glaucome par fermeture de l'angle? Et pourquoi, dans les pays asiatiques, 20% des patients asiatiques présentent toujours des synéchies antérieures après une IP, et que l'iridotomie n'est efficace que dans 30%, chez que 30% d'entre eux? Alors, l'analyse de la situation ne peut pas se résumer en un simple conflit entre une chambre antérieure trop étroite et un cristallin trop épais. L'œil est en fait formé de différents comportements liquidiens soumis à des contraintes pressionnelles, surtout vasculaires, mais également en relation avec la production de l'humeur aqueuse. La pression intraoculaire n'est que la résultante d'un équilibre instable au sein d'un volume de 250 microlitres, alors que l'œil fait 6 millilitres. Donc les mécanismes qui vont conduire à une fermeture angulaire sont complexes. Un petit mot de nosologie, et Alain en a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs stades, 3 stades. Le risque de fermeture de l'angle ou la suspicion de fermeture de l'angle qui va être le plus fréquemment observé, la fermeture de l'angle et la neuropathie optique glaucomateuse. Le premier stade de fermeture de l'angle est défini par une absence de visualisation trabéculaire sur au moins 180 degrés. Le deuxième stade comporte un risque permanent, irréversible pour la filtration trabéculaire. Et le dernier stade, neuropathie optique glaucomateuse, c'est le glaucome, avec son cortège de signes et de symptômes. Et comme tout à l'heure le disait Alain, le passage d'une forme à l'autre ne suit pas du tout un continuum obligatoire, et seulement 30% des patients ayant une fermeture de l'angle vont véritablement développer un glaucome au bout de 5 ans. Alors, cette classification nosologique est intéressante, mais elle a le défaut de négliger les mécanismes en cause. Robert Rich, dans un travail Princeps, a défini 4 types de contraintes mécaniques sur l'angle iridocornéen. Une chambre antérieure étroite, avec souvent une petite cornée, premier mécanisme. Le comportement dynamique et la configuration de l'iris, on va en parler. La position, l'épaisseur et la forme du cristallin, qui jouent un rôle également. Et enfin, le dernier niveau a trait à la configuration et à la position du corps ciliaire. Nous n'allons pas voir aujourd'hui tous les mécanismes, enfin tous les facteurs qui favorisent la fermeture de l'angle, stress, obscurité, qui favorise amédriase, ou médicaments parasympatholytiques ou parasympathomimétiques, mais on va voir les différents mécanismes. Alors le premier mécanisme, et qui est sûrement le premier mécanisme, c'est le blocage pupillaire. Je remercie Eric, à qui j'ai demandé, et je n'ai pas pu résister, de présenter ces belles vidéos qui vous montrent le blocage pupillaire. Et le blocage pupillaire survient lorsqu'un contact très étroit entre la face antérieure du cristallin et la face postérieure de l'iris va entraîner une augmentation de la résistance à l'écoulement de l'humeur aqueuse, poussant ainsi l'iris en avant du fait d'un déséquilibre pressionnel entre chambre antérieure et chambre postérieure. Et enfin, donc, l'iris va être poussé en avant et la partie périphérique de la cornée, puis le trabéculum, dans ce sens-là, vont être obstrués par l'iris. Et cependant, la profondeur de la chambre antérieure n'est pas tout, parce que, certes, la valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité que la personne ayant un test positif va présenter la maladie,
est de 21% lorsque la chambre antérieure n'est que de 2,2 mm ou moins. Mais quand vous rajoutez 400 microns à cette chambre antérieure, vous voyez que la valeur prédictive de risque de fermeture angulaire n'est plus que de 14%. Et donc cela montre bien qu'il n'y a pas de relation nette entre la profondeur de la chambre antérieure et le risque de fermeture angulaire. La profondeur de la chambre antérieure, c'est 3 mm à peu près, et au-delà de 2,80, il y a très peu de risque de fermeture angulaire, et en dessous de 1,3, le risque est bien sûr très important, proche de 100%. Cependant, l'ouverture angulaire n'est pas synonyme d'hypertonie oculaire, puisque même chez les patients qui ont un angle étroit à 0, c'est-à-dire que le trabéculum n'est pas vu sur 360 degrés, la dilatation pupillaire n'entraîne une augmentation de 10 mm de mercure que dans 3% des cas. Cela prouve bien que l'ouverture angulaire est bien sûr importante, mais ne permet pas de prédire avec succès le risque d'une fermeture de l'angle. Le second mécanisme, c'est le cristallin. Il y a une augmentation inexorable, continue du diamètre et de l'épaisseur du cristallin avec le temps, d'une façon inexorable. Cela se traduit par une augmentation du diamètre équatorial, par une augmentation de la courbure antérieure du cristallin avec une diminution du rayon de courbure. Et tout ça concourt à faire passer le cristallin de 3,5 mm à 5 mm avec le temps. Et cela concourt à augmenter son épaisseur et à pousser le cristallin en avant vers la cornée. Et l'augmentation du volume cristallinien, la position antérieure de celui-ci et sa courbure antérieure sont des facteurs de risque indépendants de la crise aiguë par fermeture de l'angle. Lorsqu'on étudie non pas la profondeur mais le volume de la chambre antérieure, on s'aperçoit que celui-ci est 25% inférieur chez les patients qui ont un angle étroit par rapport à ceux qui ont un angle ouvert, essentiellement du fait d'une protrusion cristallinienne antérieure. Et la profondeur de la chambre antérieure et la longueur axiale de l'œil sont des facteurs de risque indépendants de la fermeture angulaire. Et tout ça a conduit à définir la flèche cristallinienne, qui est un paramètre prédictif de la position du cristallin dans la chambre antérieure. Je vous rappelle que cette flèche cristallinienne est mesurée entre une ligne qui passerait entre les deux angles au niveau de l'éperon scléral et la face antérieure du cristallin. Normalement, elle est inférieure à 600 microns et au-delà de 600, 700 microns, ça peut être discuté. Cela correspond à un risque de fermeture de l'angle par protrusion cristallinienne antérieure. Et voici deux exemples. En bas, une protrusion cristallinienne avec une flèche au-delà de 800 microns. Le troisième facteur est le corps ciliaire. Tout se passe comme si les patients qui faisaient une crise aiguë de fermeture de l'angle avaient des iris plus épais et une antéroposition, une position antérieure des procès ciliaires. Et les patients qui ne réagissent pas à l'iridotomie ont souvent, et de façon statistique, trois paramètres particuliers: une insertion haute de l'iris à l'angle, une épaisseur de l'iris très importante au niveau de l'angle iridocornéen et une position antérieure des procès ciliaires, l'apex ciliaire venant se mettre parallèle au plan irien. Et avec le temps, avec l'âge, la protrusion cristallinienne, l'augmentation du volume cristallinien, conduit également à rétrécir l'espace qui existe entre les procès ciliaires et l'iris, ajoutant probablement un facteur complémentaire de contrainte au niveau de l'angle iridocornéen. Et j'aime beaucoup cette étude de Kwan qui a étudié la configuration en UBM des patients ayant un angle étroit, et il a pu définir deux clusters, deux types de patients. Des patients qui avaient, cluster A, qui avaient une distance entre le trabéculum et les procès ciliaires élevée. Et dans ces cas-là, l'orientation du corps ciliaire est neutre. Elle peut être en avant, elle peut être en arrière, elle peut être régulière. Et l'autre cluster, qui est peut-être plus intéressant ici, qui correspond à une distance étroite, diminuée, entre les procès ciliaires et le trabéculum. Et dans ces cas-là,
la position du corps ciliaire est là clairement en avant, vers l'iris, avec a priori une configuration d'iris plateau ou proche. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que chez ces patients qui ont un angle étroit, une distance trabéculaire diminuée entre les procès ciliaires et le trabéculum et une antéroposition des procès ciliaires, la courbure du cristallin, la courbure de l'iris est pas très importante, l'iris n'est pas convexe, montrant que qu'il n'y a pas de blocage pupillaire dans le risque de fermeture angulaire. Voici une autre vidéo qui vous montre cette antéroposition du corps ciliaire et qui, lors d'une dilatation, va favoriser l'encombrement angulaire par l'iris. Et on voit bien que l'iris, dans ce cas-là, n'est pas du tout convexe et le mécanisme de blocage pupillaire ne peut pas être évoqué, en tout cas d'une façon complète. Il y a probablement des formes mixtes qui associent blocage ciliaire et blocage pupillaire. Alors, le dernier paramètre, c'est le comportement dynamique de l'UV. Alors, clairement, une courte biométrie peut expliquer la plupart des fermetures de l'angle, tout comme l'antéroposition conjointe du cristallin et du corps ciliaire. Cependant, tous les angles étroits ne font pas des crises aiguës de fermeture de l'angle, et on a évoqué à un moment l'expansion choroïdienne comme facteur précipitant un risque de fermeture de l'angle, mais cela n'est pas clair. Donc, au-delà de la simple analyse de l'anatomie statique, il est important, il est en tout cas intéressant, d'évoquer le comportement dynamique des structures vasculaires de la partie antérieure de l'œil, en particulier de l'iris. Et il est tout à fait logique de savoir que l'iris est un tissu qui bouge, parce que une grande partie de la perfusion sanguine du segment antérieur, 850 microlitres par minute, est destinée à l'iris, et on peut imaginer très bien que des changements rapides de perfusion sanguine, de pression artérielle, puissent avoir un effet sur l'épaisseur de l'iris et donc bouleverser l'équilibre fragile de l'écoulement de l'humeur aqueuse au niveau angulaire. Alors, Harry Quigley avait montré à la fin des années 2010 que l'iris était une éponge, et c'était d'ailleurs l'objet de son éditorial, et l'iris pouvait changer de taille, de volume en fonction de sa position par rapport à la pupille. Et il avait montré que, grâce à des mesures en OCT et en UBM, qu'après dilatation pupillaire, lorsque l'angle était ouvert, il avait constaté une diminution de la surface de l'iris, et que cette diminution de la surface de l'iris était proportionnelle à la dilatation pupillaire. Cette diminution de la surface de l'iris avec la dilatation est tout à fait logique sur le plan naturel. Il est tout à fait intéressant et important que l'iris se rétrécisse en dilatation lorsqu'il se dilate, parce que ça permet de diminuer l'encombrement tissulaire au niveau angulaire, et donc d'un point de vue tout à fait naturel, ça permet de laisser la vacuité de l'angle iridocornéen. Nous avons voulu, avec Florent, juste après ces travaux de Quigley, aller un petit peu plus loin pour étendre ces études, non pas à la mesure de la surface, mais du volume de l'iris. Et nous avons étudié en OCT des patients qui avaient soit un angle étroit, soit des angles fermables ou fermés, puisqu'on étudiait spécifiquement des patients qui avaient eu une crise aiguë de fermeture de l'angle, et on étudiait l'œil contralatéral. Et en OCT, on a pu montrer qu'effectivement, après une dilatation pupillaire, chez les patients ayant un angle étroit, un angle ouvert, il y avait une diminution du volume de l'iris, d'une façon tout à fait conséquente. Et par contre, chez les patients à risque de fermeture de l'angle, c'est-à-dire en fait des patients qui avaient déjà fait une crise aiguë de fermeture de l'angle de l'autre œil, nous avions observé, à contrario, qu'il y avait une augmentation du volume de l'iris, et on voit ici très très bien sur ces clichés d'OCT. Et cette augmentation
du volume de l'iris est tout à fait conséquente, et on voit très bien la différence entre les angles ouverts et les angles étroits. Alors, cela pose la question, et c'était l'hypothèse de notre papier, c'était que lorsque l'angle est à risque de fermeture de l'angle, et pas uniquement parce qu'il est étroit en position statique, mais qu'on le dilate, l'augmentation du volume de l'iris ajoute un facteur de contrainte supplémentaire à l'angle irido-cornéen. Et nous avions pu montrer que cette augmentation de volume chez les patients à risque était proportionnelle à la dilatation pupillaire, et des études ultérieures ont précisé les variations régionales du volume de l'iris, c'est-à-dire qu'au niveau du sphincter, il y a très peu de modifications, et justement, au niveau de la périphérie de l'iris, au niveau de l'angle, les variations volumétriques sont beaucoup plus importantes. Donc on voit bien qu'au-delà de la simple anatomie statique, le fait d'étudier la dynamique de l'iris et de l'UV dans des conditions physiologiques ou pathologiques peut expliquer une partie des glaucomes par fermeture de l'angle. Et voici représenté par cette vidéo cet épaississement irien que l'on voit chez les patients à risque lors d'une dilatation pupillaire. Voilà. Enfin, la choroïde, qui peut être l'objet de modifications, la choroïde a une surface 7 fois supérieure à celle de l'iris, et l'épaisseur choroïdienne est plus importante chez les patients qui ont un risque de fermeture de l'angle. Cela a été démontré. On peut imaginer, puisque la choroïde est également un tissu très vivant, c'est que l'augmentation de l'épaisseur choroïdienne liée à des facteurs de stress, des facteurs pressionnels artériels, puisse avoir un effet sur la coordination avec le vitré et modifier également les contraintes anatomiques au niveau du segment antérieur. Donc, j'ai évoqué avec vous simplement les mécanismes qui conduisent à la fermeture de l'angle, sans parler des facteurs pharmacologiques, de stress, d'obscurité, qui conduisent à cette mydriase, puis à cette fermeture angulaire chez les patients prédisposés. Mais je pense qu'il était utile de faire la part des choses et de montrer que s'il y a beaucoup de mécanismes, c'est qu'il n'y a pas une seule unicité de risque, et que on sait beaucoup de choses sur la fermeture angulaire, mais il y a encore plus de choses que nous ne connaissons pas. Je vous remercie.